messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. C'est une autre édition de Actu Santé sur Equinox Télévision. Et pour cette édition, nous allons recevoir Dr Jephté Mbangue Lobé. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça me boit droit au cœur. Alors, je rappelle que vous êtes médecin, spécialiste des maladies du sommeil, titulaire du diplôme interuniversitaire du sommeil et de sa pathologie de la faculté de médecine de la Sorbonne Université, c'est à Paris, il faut le rappeler. Mais avec vous, nous parlons des insomnies. Oui, tout à fait, les insomnies, c'est un grand sujet. C'est quoi l'insomnie? Alors, l'insomnie, c'est une plainte du malade qui porte sur la quantité de sommeil ou sur la qualité de sommeil. La quantité, lorsqu'elle est inférieure à 6 heures de temps, un être humain doit dormir au minimum 6 heures de temps par jour. OK? Sur 24 heures. L'idéal, c'est 7 ou 8. Mais 6 heures, c'est le strict minimum. Alors, si on dort moins de 6 heures, en 24 heures, on est insomniaque. Là, c'est la quantité. Maintenant, l'insomnie peut également porter sur la qualité du sommeil. C'est-à-dire que celui qui se lève au matin et a l'impression qu'il n'a pas assez dormi, qu'il ne sait pas, que son sommeil n'a pas été suffisamment réparateur, il est un insomniaque. Il a une insomnie de sommeil non réparateur. Okay? Et on va, dans notre technologie, on va voir pourquoi il a cette forme d'insomnie-là. Donc, la quantité et la qualité. Donc, c'est une plainte qui porte sur la qualité du sommeil ou sur la quantité de sommeil. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des insomnies. Est-ce que j'ai abusé quand je parle des insomnies? Non, pas du tout. Il y a plusieurs types, alors. Vous êtes bien inspiré. Il y a plusieurs types d'insomnie. La plus courante, en tout cas au Cameroun, c'est l'insomnie psychophysiologique. Alors, c'est quoi l'insomnie psychophysiologique? C'est cette insomnie qui part d'un événement douloureux. OK? C'est cet homme de 84 ans qui vient me voir et qui me dit, depuis que mon épouse est morte, je ne dors plus. Je ne dors plus. Il devient insomniaque à partir du décès de sa femme. C'est ce grand chef traditionnel qui vient me voir et qui me dit, les bandits sont venus chez moi, 7 bandits, ils sont venus me tuer, mais ils ne m'ont pas trouvé. J'ai eu la vie sauf parce qu'ils ne m'ont pas trouvé. Et du coup, il est devenu insomniaque. Et son insomnie va s'aggraver lorsque les commanditaires du crime seront relâchés, après 2 ou 3 ans en prison. Vous voyez, ça c'est des événements de la vie qui sont des événements extrêmement marquants. C'est la jeune fille qui a été violée et qui devient insomniaque. Mais c'est aussi celui qui a fait un accident grave avec des tonneaux, les gens sont morts, il a survécu. Et quand il sort de là, ces images lui reviennent tout le temps et il devient insomniaque. C'est aussi des hommes d'affaires qui font un revers en affaires, il s'en sort avec beaucoup de dettes, il a tout perdu, et en plus il a des dettes, il doit les payer au risque d'aller en prison, et du coup, cette personne devient insomniaque. Il y a comme ça, et je m'en voudrais de vous parler également des difficultés conjugales. Hein, les difficultés conjugales. La femme qui est dans un ménage infernal avec son mari, ça ne va pas, elle devient insomniaque. Ou alors des conflits psychologiques. C'est ce garçon qui a une fiancée, sa fiancée est grosse de lui, de ses œuvres, et cette fiancée l'appelle au matin, non, dans la nuit, 2 heures du matin, et lui dit « Je ne veux plus de toi ni de ton enfant. » Vous voyez ça? Elle dit qu'elle ne veut pas de l'enfant qui est encore dans son ventre et du géniteur. Et du coup, ce garçon devient insomniaque, parce qu'il est dans un conflit psychologique, il ne sait pas s'il va continuer avec cette fille ou s'il va arrêter. Alors, chaque situation de la vie où on ne sait pas quoi décider, si on continue ou si on arrête, chaque solution est pleine d'inconvénients, eh bien, on devient facilement insomniaque. Mais il y a également une autre cause d'insomnie psychophysiologique qu'on ne trouverait peut-être pas en Europe, mais qu'on trouve chez nous en Afrique, et particulièrement en Afrique noire. C'est la crainte superstitieuse. Vous savez, nous les Africains, nous croyons que les esprits existent. Hein? Nous tous, on croit que les esprits existent dans nos villages, bon voilà. Et donc, chaque fois qu'on est en situation de craindre que quelqu'un nous atteigne par leur voie des esprits, ça rend insomniaque. Okay? C'est ce monsieur qui vient de me voir, un éminent professeur de chimie, qui enseigne dans les lycées, et qui me dit qu'un jour, il est rentré, il y a 2 ans, il est allé à son village, et là, il fait un rêve. Il voit quelqu'un qui tient un gros serpent. Et ce monsieur l'enroule avec ce serpent.
Et donc, depuis ce jour-là, il est devenu insomniaque. Parce qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut l'envoûter, qui veut l'ensorceler, n'est-ce pas? Et il développe donc une crainte superstitieuse et qui rend très, très insomniaque. Donc, il y a des insomnies dont on peut grouper tout ça dans le cadre des insomnies psychophysiologiques. Après ça, vous avez ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale. C'est une insomnie mystérieuse. J'ai eu un cas là dernièrement. C'est quelqu'un qui vous dit « je ne dors pas ». Vous dites « combien de temps vous dormez dans la nuit ?» Il dit « j'estime à 1 heure ou 1 heure et demie ». Et puis vous le prenez au laboratoire, vous faites l'enregistrement vidéo polysomnographique. C'est même lui là. C'est là. C'est lui là. C'est son tracé là. Et vous voyez qu'il a dormi 7 heures de temps et lui dit qu'il a dormi 1 seule heure. C'est-à-dire que ce sont des gens qui dorment, mais dont la perception du sommeil est complètement malade, complètement altérée. Donc ils ne savent pas qu'ils dorment. Ils oublient qu'ils ont dormi. On appelle ça aussi l'hypoagnosie. On oublie qu'on a dormi. Donc c'est une autre forme d'insomnie qu'on appelle l'insomnie paradoxale. Mais il y a également l'insomnie idiopathique. C'est le garçon qui devient insomniaque très jeune, on ne sait pas pourquoi, et qui grandit comme ça. Qui grandit comme ça et il les devient. Maintenant, il y a aussi des insomnies qui arrivent beaucoup chez des gens qui travaillent dans les grandes usines, les brasseries, voilà, qui travaillent beaucoup la nuit. Vous savez, ces usines-là n'arrêtent pas la nuit, hein, les cimenteries, les brasseries, etc. Ça travaille toute la nuit. Il y a des gens qui travaillent, ils font des travaux de quart, de rotation, etc. Et du simple fait qu'ils travaillent aux heures de sommeil, ils finissent par désorganiser ou à dérégler leur horloge endogène de sommeil. Parce que nous avons une horloge endogène du sommeil. Et c'est cette horloge qui fait que même l'aveugle dort aux mêmes heures que les voyants. Vous comprenez? Parce qu'il y a une horloge. Voilà, donc, et il y a donc cette insomnie qu'on appelle l'insomnie de travail liée au travail posté. Et puis il y a maintenant l'insomnie liée aux substances. Des gens qui prennent des substances, je ne sais pas quoi, la drogue, le cannabis, ils deviennent des insomniaques, ok? Voilà. Et maintenant, il y a des insomnies qui sont liées aux troubles de l'humeur. Les gens qui sont anxieux, qui font la dépression et les troubles psychotiques, c'est-à-dire la folie, n'est-ce pas, deviennent également des gros insomniaques. Voilà les grandes familles de causes, n'est-ce pas, des insomnies. Alors, vous venez de balayer, en tout cas, je voudrais dire les causes de ces insomnies, telles qu'évoquées, et avec notamment nos téléspectateurs, chacun s'est certainement retrouvé dans une sorte, dans une type d'insomnie. D'insomnie, oui. Oui, dans ce type d'insomnie évoqué en tout cas, pour essayer de comprendre dans cette émission. Alors, je voudrais bien que l'on s'intéresse davantage à cette insomnie psychophysiologique qui, aujourd'hui, touche tout le monde carrément. Oui, les adolescents, les adultes et même les vieillards. Oui, oui, ça touche tout le monde, puisque tout le monde peut subir un événement stressant. Par exemple, vous perdez un enfant, vous pouvez devenir insomniaque. Hein, vous perdez un emploi, vous ne savez plus comment faire pour nourrir votre femme et vos enfants, et du coup, vous devenez insomniaque. Vous êtes victime d'une agression. Hein, les gens entrent chez vous, ils vous tapent, ils vous violent votre femme, etc. Et après cet événement, vous devenez insomniaque. Et puis même nos braves militaires qui sont dans les fronts, qui défendent le Cameroun à l'extrême nord avec Boko Haram, à l'est et même dans les provinces anglophones, enfin dans les régions anglophones, ils vivent un stress. Et après, quand ils quittent les champs de combat, ils font ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Parce qu'ils doivent rester éveillés, ils peuvent tomber dans une embuscade, et puis voir les amis mourir, les gens avec qui ils étaient hier, ou qui aujourd'hui sont morts, etc. Et ils voient des scènes terribles. Et ça, ils vont faire un stress post-traumatique, ils peuvent faire un stress post-traumatique et développer donc des insomnies redoutables. Alors, on va dire que le stress est l'un des facteurs. Le stress est l'un des facteurs. Le stress professionnel, par exemple, quelqu'un qui travaille et a l'impression qu'il y a beaucoup d'intrigues, que le patron ne l'aime pas, qu'on veut le prendre dans des guet-apens, il y a des intrigues au lieu de travail. Chaque fois qu'il se lève le matin, il faut aller au travail. Il devient très stressé, il fait un stress professionnel. Ça peut être les intrigues, ça peut être aussi le volume de travail. Okay?
le volume de travail et la délicatesse de ce travail, etc. Tout ça, ce stress professionnel peut aboutir à de redoutables insomnies. Et davantage des problèmes conjugaux. Vous voyez bien que dans des couples, lorsque ça ne marche pas, on perd le sommeil également. Oui, quand ça ne marche pas, on perd le sommeil. Alors là, il y a ce qu'on appelle le conflit, j'ai dit ça tout à l'heure, le conflit psychologique. C'est-à-dire que vous avez un problème dans le couple, mais vous ne savez pas quoi décider. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous arrêtez, hein? Surtout chez les femmes. Elles ne savent pas s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Mais j'ai aussi vu beaucoup d'insomnie chez des hommes qui ont été abandonnés par la femme. C'est-à-dire, vous avez une femme, et puis elle part avec les enfants. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans épouse, sans enfants. Alors, ils deviennent facilement des insomniaques, ces genres de personnes. Et parfois, la femme dit aux enfants, j'ai vu ça, j'ai vu un cas comme ça, un monsieur qui m'est venu de Mbalmayo, la femme dit aux enfants que votre père va vous tuer. Alors donc, les enfants ne veulent plus de leur père, ne veulent plus voir leur père. Et ça rend terriblement insomniaque. Ça a rendu ce monsieur terriblement insomniaque. Alors, si on s'intéresse un peu à tout ça, tout ce que vous avez évoqué, parlant notamment de ces différentes insomnies, il y a quand même des manifestations. Comment vit un peu au quotidien celui qui souffre de l'insomnie, par exemple? Voilà. Alors, celui qui souffre de l'insomnie, il y a donc plusieurs façons, ça se manifeste de plusieurs façons. Nous avons ce qu'on appelle l'insomnie d'initiation, les difficultés d'endormissement. C'est-à-dire, cette personne se couche et attend le sommeil pendant plus de 30 minutes. Normalement, une fois que vous vous couchez, dans les 30 minutes qui suivent, vous devez commencer à dormir. Si vous vous attendez plus longtemps, il y a là déjà une forme d'insomnie, qu'on appelle l'insomnie d'endormissement ou d'initiation. Vous avez du mal à initier le sommeil, à commencer le sommeil. Maintenant, il y en a qui commencent bien. Mais ils ont du mal à sustenter le sommeil, à le maintenir. Okay? Donc, ils vont perdre le sommeil pour un oui ou pour un non. Okay? Par exemple, se lève pour aller aux toilettes, il revient, ne dort plus. Voilà. Donc, il a du mal à le garder. D'autres le gardent eux-mêmes, mais ils le perdent très tôt, au petit matin. Donc, à 4 heures, le sommeil est parti et il reste donc comme ça jusqu'à 6 heures, jusqu'au lever. Voilà, cette forme-là, c'est la forme, ce que nous appelons réveil précoce, l'insomnie par réveil précoce. Maintenant, il y a une quatrième forme qui est l'insomnie de sommeil non réparateur. C'est-à-dire qu'il a dormi bien, il a initié son sommeil, il a gardé, il s'est levé à 6 heures comme tout le monde, mais il a l'impression qu'il n'a pas bien dormi. OK? Et puis il a beaucoup de mal à quitter le lit, il n'a pas bien dormi, alors que tout le monde a vu qu'il a dormi. Donc c'est une autre forme d'insomnie qu'on appelle l'insomnie de sommeil non réparateur. Et on voit ça bien, la technologie nous permet de voir ça. C'est en général des gens qui ont beaucoup de micro-éveils. Quand vous avez plus de 20 micro-éveils par heure, eh bien, vous finissez par une forme d'insomnie, cette forme-là, justement, le sommeil non réparateur. Mais ça se soigne. Oui, combien de temps faut-il pour un être humain pour dormir, en fait? Voilà, un être humain doit dormir entre 6 et 11 heures de temps par jour. Voilà, entre 6. Alors, sommeil de jour et de nuit, combiné, OK? Entre 6 et 11 heures de temps par jour. Si vous dormez moins de 6 heures de temps par jour, vous êtes insomniaque. Et si vous donnez plus de 11 heures de temps par jour, vous êtes hypersomniaque. Hein? Hypersomniaque, parce que ça aussi, on en parlera peut-être un jour. Les hypersomniaques, c'est des gens qui passent la journée à dormir, au volant de la voiture, dans leur bureau, dans les taxis, dans les bus. Le jour, pour eux, c'est la nuit. Et ils passent le temps à dormir. Alors, les 6 heures de nuit, par exemple, c'est continu? Vous commencez, vous dormez 6 heures, vous vous réveillez, ou alors c'est avec des interruptions? Alors, on a droit à entre 60 et 90 minutes d'interruption pendant la nuit. Au-delà de 90 minutes d'interruption, on parle d'une insomnie de maintien. Parce que vous savez, vous vous levez pour aller aux toilettes, vous revenez, un petit temps pour dormir, vous allez aux toilettes, des choses comme ça, vous vous réveillez et puis vous vous rendormez, il y a quantité de choses. On a droit entre 60 et 90 minutes, n'est-ce pas, de ce que nous appelons la veille intra-nuit. Au-delà, ça devient pathologie. Ça veut dire que vous avez difficulté à maintenir le sommeil. Alors, on a peut-être oublié d'évoquer un volet mais qui semble important. Ces élèves
qui sont en période d'examen. Oui, tout à fait. Qui ne dorment presque plus parce qu'ils sont stressés. Ils veulent que l'examen, la date de l'examen arrive et qu'elle passe. Mais avant cette période, on perd le sommeil carrément. Oui. Alors, l'élève qui prépare ses examens et qui travaille la nuit, qui travaille énormément, c'est de ça que vous parlez. Oui. Il travaille la nuit et donc il finit par dérégler. C'est-à-dire que chaque fois que vous travaillez aux heures de sommeil, on appelle ça le travail posté, le travail aux heures de sommeil. Et si vous travaillez comme ça régulièrement, en tout cas plus de 3 fois par semaine, vous finissez par dérégler l'horloge interne. Parce que nous avons une horloge interne qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui sont enchâssés dans le cerveau, qui sont tout petits comme ça. C'est eux qui règlent le sommeil. Et lorsque vous obligez votre cerveau à rester éveillé aux heures où l'horloge dit de dormir, vous finissez par amener l'horloge de dire de ne plus dormir. Okay? C'est ça votre volonté. Okay? Donc vous déréglez cette horloge. Donc un élève qui a l'habitude de travailler aux heures de sommeil, c'est-à-dire minuit, 1h, 2h, 3h du matin, il finit par devenir insomniaque. Ou celui qui se lève très tôt, 2h, lui il commence par dormir d'abord, et puis se lève à 2h pour travailler et tout ça. Il peut finir par devenir insomniaque. J'ai des cas parmi mes malades, des gens qui sont devenus insomniaques au terme de leurs études universitaires. Parce qu'ils travaillent beaucoup la nuit pour préparer les examens. Et ils ont eu justement les diplômes, mais ils sont devenus insomniaques. Vous savez, chez nous, on mange des colas, on mange des bita-cola parce qu'on ne veut pas dormir. Et ça commence à être une habitude chaque fois qu'on va à un deuil, une veillée. Oui. Et c'est récurrent. Mais est-ce qu'on finit par avoir l'insomnie? Et est-ce que cette insomnie est une maladie en même temps? Bon, il faut quand même que ça soit fréquent. Hein. Si vous allez à une veillée de temps en temps, comme un bon Camerounais qui va veiller de temps en temps, ça ne vous rendra pas insomniaque. C'est lorsque ça devient récurrent, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine. C'est pour cela que c'est surtout le fait, soit des enseignants qui passent la nuit à préparer les cours et à noter les élèves, à corriger des copies, ils deviennent facilement des insomniaques. Les étudiants, les enfants qui sont sérieux avec leurs études, qui apprennent beaucoup, deviennent insomniaques. Vous comprenez? Donc je veux dire que pour que ça aboutisse à l'insomnie, il faut que ça soit récurrent. 2-3 fois par semaine, vous ne dormez pas aux heures de sommeil, vous travaillez, vous pouvez devenir facilement un insomniaque. Alors, vous êtes le spécialiste des maladies du sommeil. Je voudrais maintenant aborder un volet important aussi, mais pas pour dire que ce qu'on a dit au début n'est pas important, mais davantage, comment se fait la prise en charge de quelqu'un qui souffre de l'insomnie, par exemple psychophysiologique, chez nous ou chez vous, parce que dans vos multiples, je voudrais dire, ceux qui viennent en consultation, vos multiples consultations, il y a des cas qui sont diverses, je veux dire, sous forme, des formes différentes, avec des causes différentes. Oui, comment se fait la prise en charge, par exemple, de cette forme d'insomnie? Alors, la psychophysiologique. Alors, si c'est la physiologie, il faut donc interroger le malade et pour l'amener à découvrir, ou vous découvrez ensemble, la cause, l'événement qui a causé l'insomnie. Ok? Vous avez un monsieur qui construit une maison et à un moment donné, on dit qu'il a mal fait la dalle. Et à partir de ce moment-là, il est devenu insomniaque. C'est la dalle. Il faut le lui rappeler que son insomnie a une cause. C'est cette fameuse dalle qui a été mal faite. Comprenez? Il faut l'amener donc, peut-être avoir un psychologue pour faire la paix avec cet événement. Sinon, vous aurez du mal à surmonter cette insomnie. Bon, donc, première chose, il faut trouver la cause, l'événement douloureux, l'événement stressant, qui est le point de départ. OK? Maintenant, il y a ce que nous appelons les événements. Il y a déjà une génétique, il y a des facteurs prédisposants. Il faut les découvrir. Il y a des familles d'insomniaques. Il faut savoir si cette personne est dans une famille d'insomniaques. Mais ça, c'est rare, les familles d'insomniaques. Deuxième chose, il faut voir l'événement précipitant.
ou les facteurs précipitants. Ce sont les différentes causes que j'ai évoquées, les revers en affaires, les viols, les militaires qui sont au tromba, donc les stress post-traumatiques, les difficultés conjugales et tout ça. Voilà les facteurs précipitants. Et puis il y a maintenant les facteurs pérennisants qu'il faut voir. Il y a comme facteur pérennisant la personne qui va toujours se coucher alors qu'elle n'a pas sommeil. Le simple fait que vous êtes un insomniaque et puis vous allez toujours vous coucher alors que vous n'avez pas sommeil. Vous allez aggraver. Ça devient un facteur pérennisant. Ou l'alcool. Il y a des gens qui sont insomniaques mais on leur dit qu'il faut boire un peu d'alcool. Alors ils boivent l'alcool et il va se coucher. Ça devient un facteur pérennisant. Ou alors ceux qui boivent beaucoup d'eau pendant la journée, boivent la bière, 4-5 bières, et ils passent la nuit à se lever pour aller aux toilettes, etc. Ils reviennent. Et ça devient un facteur pérennisant. Vous comprenez? Donc il y a des facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les facteurs pérennisants. Alors la prise en charge consiste à interroger de façon exhaustive ce malade. C'est pour ça que mes consultations prennent 3 heures de temps. Donc j'essaie de trouver tout ça pour comprendre et mettre le doigt, n'est-ce pas, sur tous ces facteurs prédisposants, précipitants et pérennisants. Et après ça, on fait maintenant ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. On lui apprend à dormir. On lui donne une hygiène de sommeil. Et c'est lui-même qui écrit. Moi, je dicte et il écrit. Je lui dis comment on dort. Hein? Comment on dort. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Parmi les choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas aller au lit alors qu'on n'est pas somnolent. Et il ne faut pas rester couché alors qu'on a cessé de dormir. Chaque fois que vous vous réveillez dans la nuit, ne vous restez pas couché. Asseyez-vous, attendez que le sommeil revienne. Si vous restez couché, vous associez le sommeil, vous associez la position couchée à l'éveil, alors que la position couchée doit être associée dans votre cerveau au sommeil. Donc vous aggravez l'insomnie. Vous comprenez? Donc on leur donne toute une hygiène de sommeil et puis maintenant on va aux médicaments. N'est-ce pas, les médicaments qui sont des hypnotiques, il y a plusieurs familles de médicaments, il y a ceux qui sont à base de mélatonine, la neurohormone du sommeil, ceux qui sont des benzodiazépines, ceux qui sont la famille des aides, des antidépresseurs hypnotiques, bref, il y a plusieurs familles et on voit la famille qui convient, parce qu'entre temps aussi, j'ai oublié de vous dire, il faut voir, chaque insomnie crée toujours à la longue un syndrome anxio-dépressif. C'est-à-dire la personne qui a été insomniaque longtemps devient anxieuse. Devient anxieuse ne serait-ce que parce que quand la nuit arrive, elle se demande est-ce que je vais dormir ou est-ce que je vais souffrir. Et ça là, au fil du temps, ça rend la personne anxieuse. Et de l'anxiété, elle évolue vers la dépression. Il y en a qui me viennent ici avec des idées de suicide. Parce qu'à un moment donné, elle préfère se suicider, n'est-ce pas, que de continuer à souffrir comme ça toutes les nuits. Voilà, donc il faut également évaluer le quotient anxio-dépressif du malade et soigner. Si on ne peut pas soigner seul, on soigne avec un psychiatre. Okay? Parce que si vous ne réglez pas le côté anxio-dépressif, vous ne réglez pas. Alors, donc on peut guérir de l'insomnie? Absolument, oui. On peut guérir justement. Alors, est-ce qu'il y a... c'est une médecine connue au Cameroun, en Afrique? C'est une médecine... Vous semblez être l'unique spécialiste. Oui, je suis le premier. Je suis le premier médecin du sommeil de toute l'Afrique centrale et je suis le seul qui ait fait des études de sommeil et qui soit diplômé, n'est-ce pas, pour le traitement des maladies du sommeil. Je suis le seul. Il y en aura d'autres. Moi-même, je pense très sérieusement à commencer à donner des cours et à former les jeunes dans cette science, parce que moi, j'ai 62 ans, donc il faut former, sinon, voilà. Vous respectez le sommeil? Vous ne souffrez pas de l'insomnie? Non, je suis petit dormeur, mais je ne suis pas insomniaque. Parce que parmi les gens qui dorment bien, il y en a les petits dormeurs, les moyens dormeurs et les gros dormeurs. Okay? Moi, je suis petit dormeur, mais je ne suis pas insomniaque. Très bien. Je rappelle que vous êtes docteur Jephté Mbangue Lobin. Vous êtes médecin spécialiste des maladies du sommeil, titulaire du diplôme interuniversitaire du sommeil et sa pathologie, de la faculté de médecine de la Sorbonne Université, c'est à Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir également édifié nos téléspectateurs sur les insomnies. Les insomnies. D'accord, merci à vous. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. J'imagine et je pense que vous avez chacun trouvé, en tout cas,
une orientation à la pathologie qui vous dérange, surtout si vous êtes quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Merci de rester sur Equinox et à très bientôt.